Vous écoutez le résumé du livre L'art de la guerre de Sun Tzu. Introduction. Sun Tzu n'a écrit qu'une œuvre de stratégie et pourtant, celle-ci demeure encore aujourd'hui une référence étudiée dans de nombreuses écoles militaires à travers le monde. Les conseils prodigués par cet expert de la guerre sont aux antipodes de certaines stratégies mises en place par les nations européennes, par exemple, pendant le premier conflit mondial. L'art de la guerre prône la duperie, l'évitement de l'affrontement et la ruse, des conseils suivis par les combattants du Viet Minh et du Viet Cong et qui ont donné du fil à retordre aux armées occidentales. Chapitre 1. Des doutes persistent encore aujourd'hui sur l'existence même de Sun Tzu. D'après certains historiens, les œuvres censées avoir été écrites durant l'époque classique en Chine, entre -551 et -249 avant Jésus-Christ, relateraient en fait des aventures datant de l'époque des royaumes combattants et non pas des périodes dites des printemps et des automnes. Il en va de même pour les 13 chapitres de l'art de la guerre. Certains historiens mettent en doute l'existence de Sun Tzu, de son vrai nom Sun Yu. En effet, celui-ci figure toujours en bonne place dans ses propres écrits, mais n'a pas d'existence dans les autres récits de son époque. Pendant la période des printemps et des automnes, les auteurs ne signaient pas leurs œuvres ou utilisaient des noms d'anciens héros afin d'auréoler le récit. Plusieurs hypothèses circulent encore sur la véracité de l'existence de Sun Tzu mais la seule chose qui semble à peu près sûre, c'est que les 13 chapitres constituent un seul bloc rédigé par un auteur extrêmement expérimenté dans le domaine du combat sur le champ de bataille. Le style même de l'art de la guerre, avec ses longs dialogues et un auteur qui émet une opinion personnelle, ne correspond pas à la littérature de l'époque. Les références à certaines avancées techniques telles que l'arbalète ou encore la description d'armées bien organisées et équipées d'armures ne correspondent pas entre elles. Il est donc extrêmement difficile de dater avec exactitude cette œuvre. L'époque dite des royaumes combattants s'ouvre en -379 avant notre ère avec l'attaque du souverain des Shang par les 3 chefs de clan Wei, Han et Cao. Ce souverain est membre de la maison Shu dont l'autorité en dehors de son enclave était insignifiante. En -450 avant Jésus-Christ, 6 grands États dominent la Chine et se livrent à l'anéantissement systématique de toute entité naissante. Ces guerres durent 227 ans. Même si parfois, des périodes de pause sont nécessaires pour que les armées se reconstituent, la période allant de -450 à -300 est particulièrement meurtrière. Certains, comme le philosophe Moti, s'insurgent contre ces infamies. Pourtant les monarques de cette époque n'ont absolument rien de barbare, bien au contraire. Ils entretiennent des cours érudites et des marchés florissants, contrastant ainsi avec la masse silencieuse des paysans, bien moins lotis, qui subissent un code pénal particulièrement sévère. L'époque est propice à faire la guerre comme s'il s'agissait d'une occupation pour des généraux perfides et des ministres faciles à acheter. Les règles diplomatiques n'existent pas. Il faut ruser, tromper, soudoyer. Les souverains s'en remettent à d'érudits conseillers itinérants qui leur indiquent la marche à suivre à grand renfort de théories fumeuses. Selon les résultats, ces conseillers peuvent obtenir des places de choix dans l'appareil politique. Ou finir sciés en deux. La guerre est donc à cette époque un outil de pouvoir que les souverains doivent absolument maîtriser. Pour ce faire, ils ont besoin de combiner stratégie et tactique, mais également de disposer de doctrines pratiques. Les 13 chapitres constituent le premier outil en ce sens. Chapitre 2. Sun Tzu a révolutionné la doctrine militaire et s'est érigé en tacticien de référence. Jusqu'à -500, la guerre en Chine répond à un protocole particulier. Il est par exemple interdit de combattre durant les périodes de récolte ou de poursuivre un ennemi blessé. On peut s'abstenir de piller les villages et la duperie n'a pas encore sa place entre les parties. Le combat est mené par le souverain à la tête d'une armée dont chaque composante est dirigée par un membre de l'aristocratie. L'armée est privée et ses rangs proviennent de différents fiefs qui fournissent des combattants, des chevaux et des chars. Sur les chars,
On place des nobles alors que les paysans devenus combattants se trouvent autour, peu protégés et munis d'armes rudimentaires. À la faveur de l'effondrement du système féodal, les armées deviennent quasi professionnelles. La conscription permet de fournir des contingents de combattants aguerris, disciplinés et loyaux. La saison de la guerre n'est plus limitée et des troupes légères sont capables d'intervenir n'importe où et n'importe quand. Les soldats se spécialisent. Ils sont récompensés pour leur bravoure et montent en grade. Les équipements se sont largement améliorés. De puissantes arbalètes, des lances, des arcs, des haches acérées équipent les hommes. Chaque Chinois est rompu aux techniques de combat et même à celles de défense d'une ville en état de siège. Les 13 chapitres débutent par l'explication de la doctrine de Sun Tzu. La guerre est un acte important pour un État qui ne peut souffrir de légèreté et d'amateurisme. Elle doit être préparée et permettre à la force morale et aux facultés intellectuelles de l'homme de s'exprimer. C'est bien la duperie qui est le maître mot de l'art de la guerre. Le vrai général n'est pas le plus valeureux mais celui qui sait tromper son ennemi en attaquant si rapidement qu'il surprend tout le monde, en se repliant pour mieux attirer son adversaire dans un piège, en évitant les postures statiques. C'est un savant mélange entre la force normale, le chen et la force indirecte, le ki. Toute attaque doit être menée en combinant ces deux armes mais seulement si la victoire est certaine. Sun Tzu a influencé des souverains tels que Mao Tse-tung, qui a eu l'occasion d'appliquer ses préceptes contre Chiang Kai-shek lorsqu'il prend les commandes de la toute jeune armée rouge. À force de méthode, de persévérance et ne reculant jamais, les rouges entameront la longue marche. Mao martèle que la victoire contre les Japonais s'est faite par un évitement systématique des positions statiques de son armée. Il prône, comme son mentor, la nécessité de battre en retraite dès que l'ennemi résiste afin de mieux l'attirer dans ses filets. Attaque et retraite sont complémentaires. Comme Sun Tzu encore, Mao insiste sur l'intérêt de frapper psychologiquement l'ennemi avant toute confrontation. Chapitre 3. La conduite de l'armée conditionne le résultat de la guerre. Pour Sun Tzu, la guerre est une affaire trop sérieuse et les armes trop destructrices pour que l'on s'y engage sans réflexion et sans en connaître les rudiments. Il existe selon lui 5 facteurs fondamentaux. L'influence morale, les conditions météorologiques, le terrain, le commandement et la doctrine. L'influence morale permet d'être certain que le peuple, engagé dans un conflit, soutiendra son dirigeant et ira jusqu'à donner sa vie pour lui. Il convient donc de le traiter avec bonté, justice et équité. Les conditions météorologiques et le terrain sont essentiels pour déterminer l'instant et le mode d'attaque. Selon la saison, les intempéries ou la difficulté de franchir une colline, le moment propice ne sera pas le même. Le terrain conditionne l'effectif à déployer dans une vallée. Sa platitude conditionne le type d'armement à utiliser. En termes de commandement, le général à la tête de son armée doit être courageux pour oser les bons choix, équitable pour maintenir l'adhésion de ses troupes, mais également clairvoyant, afin de s'adapter rapidement aux changements de stratégie. La doctrine, enfin, consiste à organiser ses rangs, asseoir son autorité, promouvoir ceux qui le méritent et satisfaire les besoins de tous. Au-delà de ces 5 facteurs, la duperie et la déstabilisation de l'adversaire sont primordiales. Il faut s'efforcer de le maintenir constamment en action afin de le fatiguer et l'attaquer lorsqu'il baisse la garde comme dans l'exemple de Li Xing de la dynastie Tang. Il décida d'attaquer Xiaoxie au moment même où le fleuve Yangtze qui les séparait était en crue. Xiaoxie n'était pas préparé, considérant toute attaque impossible. Lorsqu'il se rendit compte de son erreur, il était déjà trop tard. À l'époque de Sun Tzu, les armées se déplacent sur le terrain avec une multitude d'individus dont tous ne sont pas destinés à combattre. On compte en général un ratio d'un combattant pour 3 hommes de soutien. Un char transporte 3 officiers cuirassés autour desquels gravitent 72 fantassins ainsi qu'une multitude de serviteurs, de palefreniers, cuisiniers, ramasseurs de bois, d'eau. Étant donné ces effectifs, il est important de tendre vers une victoire rapide, au risque de voir la troupe s'épuiser et les ressources manquer.
Transporter des vivres pour une armée nombreuse sur une grande distance a un impact significatif à la fois sur l'armée qui doit assurer cet acheminement, mais également sur la population qui sacrifie ses vivres au profit des combattants. L'État lui-même paye le prix fort si la campagne s'éternise. Il faut acheter de nouvelles armes, réparer les chars, changer les chevaux. Sun Tzu considère ainsi que la brièveté d'une action est primordiale même si elle n'est pas forcément adéquate. Si les vivres et les équipements manquent, c'est chez l'ennemi qu'il faut les prendre. Il est conseillé aux combattants de piller les trésors, de s'emparer de toutes les ressources de valeur, pour leur bien. L'État, lui, ne récupère que la terre. C'est donc bien la victoire qui compte avant tout. Chapitre 4. Dans la doctrine de Sun Tzu, c'est le général qui mène l'armée, pas le souverain. Selon Sun Tzu, ce qui compte le plus n'est pas tant d'anéantir l'ennemi que d'en retirer le maximum de bénéfices possibles. On tire bien plus d'avantages d'un bataillon capturé dont les hommes sont laissés en vie, d'une ville non pillée ou d'un royaume intact. Le véritable but est d'anéantir la stratégie de l'ennemi, si possible, avant même qu'elle ne soit mature. Il faut chercher ses alliances et les défaire avant qu'elles n'apportent trop de puissance. Pour un général, l'attaque d'une ville peut être lourde de conséquences. C'est pourquoi il faut l'éviter au maximum. D'abord parce que les préparatifs sont très longs. Il faut rassembler les armes et les mettre en condition, positionner les troupes, dresser des talus contre les murs. Si un général impatient décide de mener une attaque avant que son armée ne soit prête, il y a de fortes chances qu'il perde la moitié de son effectif avant même d'y être entré. La ville et ses fortifications sont véritablement stratégiques pour Sun Tzu. Le gain de leur prise est à mettre en regard des pertes engendrées par une attaque mal préparée. C'est paradoxalement au peu de sièges menés et de villes détruites que l'on reconnaît la valeur d'un général. Il doit savoir évaluer sa force par rapport à l'ennemi. Sun Tzu propose de se comporter en fonction de sa supériorité. Si l'on est 10 fois plus nombreux, il faut l'encercler. Si l'on est 5 fois plus nombreux, il faut l'attaquer. Si l'on est 2 fois plus nombreux, il faut le diviser. Si on lui est inférieur, il faut savoir battre en retraite. Cette règle simple basée sur les effectifs est un leitmotiv pour Sun Tzu. Par ailleurs, le destin du dirigeant et de son général sont liés. Une armée est puissante parce que l'État lui-même est puissant. Néanmoins, le dirigeant peut entraîner la défaite de 3 façons, tout d'abord lorsqu'il prend des décisions à contre-pied de celles du général, en ordonnant par exemple d'avancer alors que le plus sage serait au contraire de battre en retraite, ensuite, lorsqu'il tente d'administrer l'armée avec les règles qui s'appliquent à la cour, dans ce cas, les officiers en seront fortement déroutés car ces deux milieux sont totalement différents, enfin, lorsqu'il décide de prendre part à l'administration de l'armée, prenant ainsi la place des officiers et anéantissant leur crédibilité. Une armée défaillante sera le signe pour l'ennemi qu'il peut attaquer. Le vainqueur est celui, selon Sun Tzu, qui sait quand attaquer et quand il ne faut pas, celui qui sait aussi bien mener une armée nombreuse qu'une armée restreinte. Celui dont les troupes partagent un objectif commun, celui qui est prudent et qui guette l'imprudence de l'ennemi et enfin, celui qui a des généraux compétents et dont le souverain se tient à l'écart de l'armée. Sun Tzu prône donc une autorité absolue du général sur l'armée, qui reste bien évidemment au service du souverain mais dont les ordres, en fonction des réalités du terrain, peuvent être contestés. Chapitre 5. L'armée du général est avant tout composée d'une multitude d'individualités. La victoire du général dépend de 2 paramètres, d'abord de sa propre invincibilité, elle-même fonction de sa capacité à se défendre et à attaquer lorsqu'il dispose des moyens nécessaires pour cela, ensuite, de la vulnérabilité de l'adversaire. Sun Tzu définit le Tao comme la voie de l'humanité et de la justice, et les lois comme les règles et les institutions. Pour être victorieux, il faut protéger les lois et cultiver l'art de la justice. L'art militaire comporte plusieurs éléments. Il s'agit d'abord de savoir apprécier l'espace, c'est-à-dire le terrain. Chaque terrain est propice ou non à une avancée rapide des troupes, notamment en fonction de sa topographie. Rappelons qu'à l'époque,
Les armées déplacent de nombreux chars à la fois lourds et rudimentaires. Il est bon de comparer les effectifs des deux camps, en se basant sur des chiffres, des estimations. L'équipement de l'ennemi et son moral, sont des indicateurs à prendre en compte pour en jauger. La troisième étape consiste à calculer si oui ou non l'attaque est judicieuse. Si c'est le cas, alors il sera temps de mobiliser la population et élever les troupes. La direction de l'armée selon Sun Tzu répond à un concept simple, il n'est pas plus compliqué de diriger quelques hommes que de diriger une armée. Il décrit en effet toute une organisation, en partant du grain le plus fin qu'est l'homme. Une paire de combattants ajoutés à un trio compose une escouade. 2 escouades forment une section, 5 sections un peloton. Jusqu'aux brigades qui, assemblées, forment une armée. Dans cette structure pyramidale, chaque élément est subordonné à son rang supérieur et à autorité sur des rangs inférieurs. Alors évidemment, la mise en marche ou le retrait de plusieurs milliers d'hommes répartis sur de vastes étendues nécessite la mise en place de moyens de communication rapides. À l'époque, on utilise donc des étendards et des sons émis par des cloches ou des tambours. Les étendards sont visibles au loin lorsque le bruit des combats est assourdissant. Le son des cloches peut percer la nuit pour diriger les troupes. La victoire tient également à un savant dosage et à une utilisation appropriée des deux composantes que sont la force normale et la force extraordinaire. La première est celle qui attaque de front tandis que la seconde surgit sur l'ennemi par ses flancs. Toutes deux sont complémentaires. Dans le tumulte et le vacarme de la bataille, les forces peuvent sembler désorganisées mais il n'en est rien. Bien au contraire, et selon le maître mot de Sun Tzu, la duperie, une bonne organisation et une discipline maîtrisée permettront de faire croire à l'ennemi que l'on est craintif et perdu afin de mieux le surprendre et le dominer. Sun Tzu va plus loin. Il considère que chaque combattant détient sa propre personnalité, qui vaillant, qui prudent, qui craintif. Il conseille donc de donner à chaque homme des responsabilités qui correspondent à sa personnalité et qu'il saura assumer. Ainsi, aucun talent ne sera gâché car l'armée puissante a besoin d'exploiter chaque individualité. Chapitre 6. Le général doit connaître les atouts de son armée pour en tirer le meilleur. L'occupation du terrain est primordiale. Sun Tzu réserve plusieurs des 13 chapitres aux rudiments tactiques donnant œuvre des troupes. Reprenant le principe de duperie, il préconise de tromper l'ennemi en lui envoyant de faux signaux. Un ennemi forcé de se tenir prêt en de nombreux points multiplie les points faibles. Pour cela, il faut être capable de savoir exactement où et quand l'attaque aura lieu. Ceci est d'autant plus complexe lorsque l'armée à diriger est nombreuse. Le général doit donc calculer les itinéraires et faire en sorte que ses brigades, parties par des chemins séparés, puissent se retrouver exactement au même moment sur le lieu de la bataille. Le général est aux ordres du souverain. Lorsqu'il mobilise la population et crée cet ensemble harmonieux qu'est son armée, c'est qu'il en a reçu le mandat. Charge à lui ensuite de trouver le meilleur itinéraire pour manœuvrer ses troupes. Il est important de constamment tromper l'ennemi en prenant des chemins détournés. La vitesse dans l'avancée des hommes est également un élément primordial. À l'époque de Sun Tzu, une étape normale représente une trentaine de lis, soit environ 15 km. Lorsqu'il faut absolument prendre l'avantage sur une position en s'y rendant plus vite que l'ennemi, toutes les escouades ne pourront pas avancer à la même vitesse. Tenter de le faire serait condamné à coup sûr les plus faibles qui arriveraient sur place exténués. Par ailleurs, il faut prendre en compte un élément important lorsque l'on avance en territoire ennemi, ce dernier connaît tous les recoins, toutes les pâtures, et tous les sentiers. S'y aventurer sans préparation revient à prendre des risques énormes. Sun Tzu va jusqu'à conseiller de parer les casques de faux oiseaux, de placer sous ses pieds de fausses empreintes d'animaux. Un art de la dissimulation poussé à l'extrême. Et lorsqu'il s'agit de livrer bataille, le positionnement des troupes répond à une disposition stricte. Le centre est occupé par le quartier général du commandant en chef. Autour de lui sont disposés les camps. Si l'ennemi attaque de nuit,
La meilleure des stratégies consiste à le laisser rentrer par un des camps puis ensuite à refermer les portes pour l'emprisonner et l'anéantir à grand renfort d'arcs et d'arbalètes tandis que des sentinelles éclairent les lieux. Il existe d'autres paramètres importants que le général doit avoir en main. Ses troupes ne sont pas d'humeur égale. Pleines de vigueur le matin, elles seront fatiguées le soir et auront tendance à penser à leur famille. C'est une vulnérabilité à prendre en compte. Arriver sur un champ de bataille épuisé, c'est faire face à un ennemi qui y était déjà et qui a eu le temps de se reposer. Il faut ainsi savoir ménager ses hommes au bon moment. Enfin, il convient de se méfier de l'ennemi qui semble défaillant et ne pas tomber dans le piège qu'il tend. Et lorsqu'il est aux abois, sentant sa fin proche, il est judicieux de lui laisser une porte de sortie. Faute de quoi, il se battra jusqu'à la mort avec une émulation qui décuplera ses forces. Chapitre 7. La connaissance de l'ennemi et l'anticipation de ses actes sont les clés de la réussite. Dans les chapitres précédents, Sun Tzu justifie l'action d'un général par le mandat qu'il reçoit de son souverain. Dans ce chapitre, il modère étrangement ses propos en ne rendant le général responsable de ses actes ni devant le ciel ou la terre, pas plus que devant l'ennemi ou son souverain. Le général peut donc, dans certaines circonstances, et s'il dispose d'une connaissance parfaite de ce que Sun Tzu appelle les 9 variables, ne pas tenir compte des ordres qu'on lui a donnés et livrer bataille sans attendre qu'on lui en donne l'ordre. Sans pour autant détailler les 9 variables qu'il évoque, il décrit également 5 avantages, repris par son disciple Sichialin sous l'appellation de 5 variations et qui sont en réalité 5 pièges dans lesquels le général devra s'efforcer de ne pas tomber. Citons par exemple la route directe qui ne doit pas être empruntée si l'on y soupçonne un risque d'embuscade, ou le terrain qui ne doit pas être conquis s'il s'avère trop difficile à défendre par la suite. Le général doit constamment mesurer les avantages et les inconvénients d'une attaque. Il doit également rester en permanence sur ses gardes, prêt à agir, même si l'ennemi semble pacifique ou affaibli. Il ne doit pas être téméraire, sans quoi il amènera ses hommes à la mort. Il ne doit pas être lâche, sous peine d'être capturé. Il ne doit pas s'emporter, au risque d'être berné par l'ennemi. Il ne doit pas avoir un sens de l'honneur exacerbé pour éviter de vouloir le défendre à tout prix et entraîner ainsi la perte de ses hommes. Enfin, il ne doit pas faire preuve de trop d'humanité car il deviendrait inévitablement hésitant. Sun Tzu livre dans ce chapitre un véritable petit manuel du parfait tacticien. Attaquer en descente plutôt qu'en montée et donc établir son camp en hauteur, si possible en face du versant ensoleillé. Lorsqu'il faut s'établir en plaine, préférez une position éloignée du fleuve. Tous les signes extérieurs sont bons à analyser pour connaître la position ou les intentions de l'ennemi. Des oiseaux qui s'envolent indiquent des combattants en embuscade. Des animaux sauvages qui s'enfuient trahissent une attaque. De hautes colonnes de poussière avertissent d'un déplacement de chars alors que de faibles colonnes, une avancée de l'infanterie. La disposition ou le comportement des troupes ennemies sont également des signes de leur conduite et de leur état. Si une partie seulement des effectifs avance tandis que l'autre recule, alors l'ennemi tente d'attirer son adversaire dans un piège. Des porteurs d'eau buvante avant même d'avoir livré celle-ci, démontrent que le camp a soif. Des officiers se parlant mutuellement à voix basse indiquent que le général a perdu leur confiance. Sun Tzu détaille les rudiments de l'observation de l'ennemi, qui sont à la base des décisions du général. Si celui-ci est suffisamment clairvoyant, il saura en tirer parti, mais sans se laisser berner, pour mener ses troupes à la victoire à moindre perte. Chapitre 8. L'utilisation du terrain est un élément primordial de la tactique militaire. Dans la doctrine de l'art de la guerre, le terrain est classé en plusieurs catégories, en fonction de sa topographie. Il peut par exemple être accessible si l'une ou l'autre des parties peut s'y rendre sans encombre, insidieux s'il est facile d'en sortir mais difficile d'y revenir. Il est sans influence s'il est aussi impraticable par l'un ou l'autre des adversaires. Il est enfin resserré si ses accès sont limités ou accidentés lorsqu'il est escarpé ou distant s'il est hors de portée immédiate.
Puisque le terrain est si important pour Sun Tzu et qu'il peut mener à la perte d'une armée ou au contraire consacrer sa victoire, il est indispensable d'y envoyer pour les missions particulières des troupes d'un corps de choc, formées des meilleurs officiers et combattants. Ceux-ci sont choisis en fonction de leur fait d'armes et de leur bravoure. Ils constituent la frange de l'armée qui n'est pas utilisée de front mais peut agir sur les flancs grâce à sa manœuvrabilité ou qui reconnaît un itinéraire avant le passage des autres combattants. Il est possible de distinguer le terrain selon la manière dont les troupes des deux camps sont disposées. Se battre sur son propre terrain, c'est utiliser un terrain de dispersion, mais se battre sur un terrain légèrement éloigné, c'est exploiter un terrain frontière. Un terrain accessible et avantageux pour les deux adversaires est un terrain clé ou un terrain de communication. Un terrain de convergence est limité par plusieurs autres qui l'entourent. Le terrain sérieux est celui qui est conquis loin à l'avant, lorsque la troupe a déjà laissé derrière elle de nombreux villages ennemis. Le terrain difficile, lui, se trouve derrière des obstacles naturels comme des montagnes, des marais ou des défilés, tandis que le terrain encerclé est celui à l'intérieur duquel il faut pénétrer par un goulot, laissant à l'ennemi l'opportunité de frapper avec un effectif restreint. Pour chacune de ces catégories de terrain, Sun Tzu prodigue des conseils. Par exemple, il vaut mieux d'après lui s'allier avec des États voisins en terrain de convergence, s'assurer d'un bon approvisionnement des troupes en terrain sérieux ou encore bloquer les accès et les issues en terrain encerclé. Le général doit s'efforcer de ne pas faire connaître ses plans. Il doit les garder secrets et ne pas en faire part, même à ses officiers. Mais ce faisant, il doit prendre garde à ne pas laisser le doute et la superstition s'installer dans les rangs, faute de quoi les troupes ne donneront pas le meilleur d'elles-mêmes. Curieusement, et en contradiction avec la gestion du terrain évoquée plus tôt, Sun Tzu conseille au général de placer volontairement ses troupes dans des situations désespérées. Ainsi, d'après lui, n'ayant d'autre choix que la mort ou la victoire, elles se surpasseront. Chapitre 9. Le feu et l'espion sont les deux atouts maîtres du général. Dans les deux derniers chapitres de son œuvre, Sun Tzu décrit deux armes assez particulières qui viennent compléter l'arsenal de conseils déjà prodigués sur les manœuvres des troupes et l'utilisation du terrain. La première de ces armes est le feu, utilisé pour brûler le personnel, les stocks, les matériels et les arsenaux, ou dans des projectiles incendiaires. Le feu ne peut cependant être utilisé qu'à certaines conditions. Il doit être disponible, ce qui implique la préparation de matériaux combustibles. Les conditions météorologiques doivent être favorables. Certaines périodes chaudes ou ventées sont plus favorables. La seconde arme est l'espionnage. L'information sur l'adversaire ne peut venir que de l'intérieur du camp opposé. Sun Tzu nomme d'Iven et Chevaux l'utilisation simultanée de 5 types d'agents secrets. Ceux-ci sont en premier lieu les agents indigènes qui sont des ressortissants du camp ennemi. Les agents intérieurs, eux, sont des fonctionnaires du camp adverse. Pour diverses raisons, ils sont corruptibles et donc utilisables pour trahir leur camp. Il peut s'agir d'individus destitués pour une faute, d'agents mal rémunérés, d'individus fourbes et peu attachés à leur hiérarchie ou encore de simples opportunistes. Les agents doubles sont des espions ennemis utilisés par le camp qu'ils sont censés espionner. La meilleure des tactiques consiste à les retourner en les achetant. Les agents liquidables sont ceux qui sont délibérément envoyés chez l'ennemi avec de fausses informations. L'utilisation de ce type d'espion est particulièrement révélatrice de la fourberie préconisée par Sun Tzu. L'un d'entre eux peut être envoyé chez l'adversaire pour signer la paix alors que le général se prépare à mener une attaque. Enfin, les agents vivants ou volants sont envoyés chez l'ennemi dans le but d'approcher le cercle rapproché du général ou du souverain et ainsi revenir avec de précieuses informations sur l'adversaire. Le profil privilégié pour ce type de mission correspond à celui de combattant vigoureux, résistant et intelligent mais dont l'allure indique le contraire. En d'autres termes, ils sont capables de se faire passer pour le contraire de ce qu'ils sont. Les agents disposent d'un statut particulier. Bien mieux payés que les autres combattants,
Ils entretiennent également des rapports privilégiés à la fois avec le général et le souverain dont ils reçoivent les directives lors de réunions en comité restreint. Néanmoins, leur parole doit être fiable et les informations qu'ils rapportent, si elles s'avèrent fausses, entraînent inévitablement leur mort. La fonction de l'agent double est particulièrement intéressante pour le général car sa connaissance des structures du camp adverse permet de cibler des individus pouvant être ensuite recrutés comme agents indigènes ou agents intérieurs. Les agents doubles permettent également de déterminer dans quel domaine l'adversaire est faible. Ainsi, les agents liquidables se verront fournir de fausses informations concernant ces domaines. Conclusion. Sun Tzu a rédigé ces 13 chapitres comme un couteau suisse de stratégie militaire. Ces conseils sont censés mener le général clairvoyant à la victoire à moindre perte, loin, très loin des affrontements qui s'enlisent et dévastent des pays. Tout est source d'intérêt pour Sun Tzu, aussi bien le simple combattant que le chemin qu'il parcourt ou l'arme qu'il porte. L'armée ne doit être menée que par le général, comme un unique sabre, aussi tranchant qu'agile. Les points abordés dans ce résumé. 1. Des doutes persistent encore aujourd'hui sur l'existence même de Sun Tzu. 2. Sun Tzu a révolutionné la doctrine militaire et s'est érigé en tacticien de référence. 3. La conduite de l'armée conditionne le résultat de la guerre. 4. Dans la doctrine de Sun Tzu, c'est le général qui mène l'armée, pas le souverain. 5. L'armée du général est avant tout composée d'une multitude d'individualités. 6. Le général doit connaître les atouts de son armée pour en tirer le meilleur. 7. La connaissance de l'ennemi et l'anticipation de ses actes sont les clés de la réussite. 8. L'utilisation du terrain est un élément primordial de la tactique militaire. 9. Le feu et l'espion sont les deux atouts maîtres du général. Vous avez écouté le résumé du livre L'art de la guerre de Sun Tzu. À bientôt sur la chaîne pour d'autres résumés.